C'est parti. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom c'est Laurence Gallet, voilà. Je suis en fait dans la bioélectronique, je suis bioélectronicienne depuis, 17 ans maintenant. Donc je fais des mesures depuis, 17 ans. À force de faire des mesures, en fait, je me suis aperçue que la clinique, ce qu'on appelle la clinique, ne correspondait pas forcément, à la théorie. C'est toujours comme ça, c'est toujours intéressant justement de pouvoir valider la théorie. Et donc, plutôt que de penser que la méthode n'était pas bonne ou qu'il y avait des erreurs de je ne sais pas quoi, j'ai plutôt cherché à comprendre comment dire, ces dysfonctionnements, ces choses différentes. Et j'avoue que je me suis passionnée en fait. Je me suis passionnée pour la physiologie, j'ai vraiment voulu essayer de comprendre ce qui se passait. Parce que ça n'avait jamais été fait. Il faut savoir que la bioélectronique, elle a été donc mise en place par Louis-Claude Vincent, vraiment son fondateur, qui a été suivi par Jeanne Rousseau. J'en parlais un petit peu de Jeanne qui a fait des gros travaux sur l'eau. La plupart des travaux de tout ce qu'on dit sur l'eau, c'est vraiment Jeanne Rousseau, sa collaboratrice, qui a fait ce travail-là. Et donc, je me suis aperçue qu'il fallait peut-être regarder les mesures différemment. Voilà. Et donc, j'ai donc créé ce que j'appelle aujourd'hui la BEVR, donc la bioélectronique rénovée. Ça veut dire quoi? C'est une bioélectronique qui est appliquée vraiment à la santé, au sol, voilà. C'est-à-dire que j'applique vraiment, j'essaye de faire comprendre cette théorie bioélectronique. Et puis surtout, ce que je me suis aperçue, c'est qu'il fallait avoir une vision dynamique des chiffres, non pas une vision statique, hein. Bien souvent, on vous dit il faut un pH entre ça et ça, un RH2 entre ça et ça. Et en fait, on s'aperçoit que ça va bien au-delà et qu'il faut regarder la dynamique des chiffres. C'est le pH par rapport au RH2 et souvent en haut, comme je dis, en haut, en bas. Donc, c'est soit sang, urine, soit sol profond, sol de surface, etc. C'est vraiment tout un travail dynamique qu'il faut regarder en bioélectronique, hein. Donc voilà, je suis formatrice aussi depuis de nombreuses années. Là, j'ai mis en place deux cycles de formation parce que ça me semble important finalement de revenir à la base. Voilà. J'avais pris le parti de prendre que des, comment dire, que des thèmes bien précis, donc pour former les thérapeutes. Et je m'aperçois que la bioélectronique, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser. Il faut vraiment rentrer là-dedans pour pouvoir comprendre après toutes les interactions, même au niveau du sol ou au niveau de l'humain, de l'animal, etc. Donc j'ai décidé de reprendre tout à zéro, tout à la base, parce que pour moi c'était évident. Et c'est vrai qu'on me disait souvent, mais tu ne te rends pas compte que c'est compliqué. Et non, je ne me rends pas compte que c'est compliqué la bioélectronique, parce que je baigne dedans, c'est le cas de le dire, depuis trop longtemps. Donc voilà, j'ai mis en place un cycle que je vais dire technicien, donc sur une semaine, et qui va vraiment vous faire rentrer dans ces bases de bioélectronique pour vous faire comprendre cet esprit bioélectronique, hein. Donc voilà, on pourra en reparler à la fin pour ceux qui veulent des informations sur ces formations. Et puis j'ai un autre site que j'ai appelé praticien. Donc là, c'est vraiment pour former des thérapeutes pour travailler sur l'humain, hein. Euh, donc voilà, on en parlera si vous voulez à la fin, si vous avez des questions sur les formations. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est vrai que Thibaut m'a demandé de faire une petite intervention sur l'eau. Alors, c'est vrai que l'eau, c'est extrêmement vaste, hein. Donc, la question, c'est pourquoi, en fait, c'est important de boire de l'eau pure. Donc, je vais vraiment me concentrer sur cette question-là, hein, en sachant que le domaine de l'eau, ça peut nous emmener sur au moins une journée de discussion si on veut. Donc, je ne vais pas faire ça. Alors, l'eau, d'abord, pour la plupart des gens, l'eau, c'est de l'eau. On ne comprend même pas pourquoi on se pose la question, parce que de l'eau, c'est de l'eau. D'accord? Vous faites tout avec. Vous la buvez, vous évacuez vos toilettes avec, vous faites la vaisselle avec, vous arrosez votre jardin avec. Donc, mais comment on peut se poser des questions sur l'eau? De l'eau, c'est de l'eau.
Hein. Donc c'est vrai que ça, c'est une vision toujours extérieure. C'est comme quand on me dit bah, une carotte, c'est une carotte, hein, qu'elle soit bio ou pas bio, une carotte, c'est une carotte. On se rend compte que non, de l'eau, ce n'est pas de l'eau quand on prend la peine de la mesurer. Et c'est là, effectivement, où on va se rendre compte qu'il y a d'énormes différences entre une eau de réseau, entre une eau de puisage, de forage, entre une eau de pluie. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que de l'eau, ce n'est pas que de l'eau. D'accord? Et ça, ce message-là, ça me semble important de le faire passer. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait cette expérience-là, mais vous avez des eaux qui sont plus ou moins désaltérantes. Selon l'eau que vous buvez, vous allez vous apercevoir que ben, vous avez beau boire 1 litre, vous n'arrivez pas à étancher votre soif. Je vous propose, si vous avez l'occasion, ne serait-ce que cet été, d'aller boire de l'eau sous une cascade. Voilà, en montagne, faites cette expérience-là. Il y en a peut-être déjà qui l'ont fait. Je pense qu'en quelques gorgées, votre soif est étanchée. Pourtant, j'ai envie de vous dire, ça fait déjà 2 heures que vous avez dans votre sac à dos votre bouteille, que vous êtes toujours en train de boire et que vous n'arrivez pas à étancher. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, une eau comme ça, qui tombe de très haut, donc on va dire dynamisée, arrive à étancher votre soif? Ça, c'est toute la magie en fait de l'eau. Donc là, c'est le côté énergétique. Donc je vais vous emmener là sur cette conférence sur 3 niveaux, on va dire 3 niveaux, trois grands paramètres de l'eau. Le premier que j'ai appelé physico-chimique, l'autre que j'ai appelé énergétique et le troisième que j'ai appelé dynamique. C'est juste pour montrer qu'on a comment dire, des dimensions de l'eau qui sont différentes. Alors, l'aspect physico-chimique de l'eau, ça va nous emmener sur les paramètres bioélectroniques tout simplement. Donc quand on mesure de l'eau, on va mesurer son pH, on va mesurer son RH2, c'est aussi c'est le potentiel redox surtout qu'on mesure. Et puis on va mesurer sa conductivité, donc sa charge en fait minérale. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de vie sans eau. Par exemple, vous le savez. Voilà. Il n'y a pas de vie sans eau, ce n'est pas possible. L'eau, c'est un catalyseur, c'est-à-dire que l'eau permet. En fait, l'eau permet des choses. Hein. Donc, il n'y a pas de vie sans eau parce que le vivant fonctionne grâce à des échanges. Il faut qu'il y ait des échanges de part et d'autre. Partout, vous avez des compartiments. Donc, dans le corps humain, vous avez d'abord la peau, après vous avez le sang, la lymphe, après vous avez les cellules. À l'intérieur des cellules, vous avez d'autres petits organites. Vous voyez que finalement, vous avez toujours plein de compartiments. Et ces compartiments, ils sont différents. C'est-à-dire que l'intérieur de chaque compartiment est différent. Et ça, c'est absolument nécessaire pour qu'il y ait des échanges de part et d'autre. Et à partir du moment où vous avez des échanges, il y a de la vie, il y a un mouvement qui se crée. Et la vie, c'est ça. La vie, le vivant, ce n'est que du mouvement de part et d'autre. Et ça, ce n'est possible, d'une part, que par l'eau et grâce à l'eau, et surtout parce qu'il y a des différences, ce qu'on appelle des différences de concentration, qui génèrent une différence de potentiel. Donc ça, c'est un petit peu, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux montrer, c'est que la concentration, en particulier la concentration en minéraux à l'intérieur d'un compartiment et à l'extérieur du compartiment, est différente et doit être différente pour qu'il puisse y avoir ces échanges. D'accord? Donc, quand vous buvez, et donc en fait, ces échanges, donc je vais dire simplement, vous avez du potassium, du calcium, du magnésium, du sodium. Ces concentrations minérales sont très finement réglées par les organismes. Alors, il faut savoir que dans le sol, c'est pareil. Vous devez avoir des différences entre le sol profond et le sol de surface, toujours pour qu'il y ait ces échanges. Chez les animaux, c'est pareil. Chez les végétaux, c'est pareil. Vous avez plein de compartiments. Hein. La bioélectronique, ça s'applique vraiment à tout ce qui vit. Partout, il y a du mouvement. Et donc, en fait, ces concentrations sont finement réglées. C'est-à-dire que votre corps a des mécanismes pour faire sortir ou pour faire rentrer ces minéraux. Alors, j'en arrive effectivement à l'eau. Pourquoi c'est important de boire de l'eau pure?
Parce que plus vous allez prendre, plus vous allez boire, consommer une eau qui est chargée, donc chargée évidemment en minéraux, on a quand même chez nous, en tout cas en France, beaucoup d'eau qui sont chargées en calcaire, plus vous allez solliciter ces mécanismes-là de régulation en fait des minéraux de part et d'autre des membranes. D'accord? Et ça, en fait, c'est épuisant, c'est fatigant. C'est fatigant pour l'organisme. Vous êtes toujours obligé d'éliminer en fait tous ces minéraux. Parce que Jeanne Rousseau disait, ça c'est une phrase qui est extrêmement importante et que voilà qu'il faut dire sans arrêt à tout le monde parce que ça personne ne le sait. C'est que l'eau doit être considérée pour ce qu'elle emporte et non pour ce qu'elle apporte. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, si on boit de l'eau, c'est pour rétablir en fait ces concentrations de part et d'autre des membranes. Ce n'est pas pour apporter des minéraux. Il faut savoir que les minéraux qui sont contenus dans les eaux de boisson ne sont pas assimilables. Quand on vous dit il faut consommer des eaux de Vittel, de Contrex, je ne sais pas quoi, pour avoir du calcium, c'est faux. Enfin, je veux dire, ça ne marche pas comme ça. Hein. On dit que l'humain, le vivant, l'animal au sens large du terme, est hétérotrophe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin de consommer des plantes pour pouvoir récupérer les minéraux. Parce que la plante, elle, va chercher les minéraux dans la roche-mère, au niveau de la roche-mère. Et la plante fait un premier travail d'assimilation, un travail enzymatique. Donc, il y a un premier travail d'assimilation des minéraux par la plante. Et nous, on mange la plante qui a déjà assimilé. Donc, boire de l'eau pour envisager récupérer du calcium, du magnésium, je ne sais pas quoi, c'est vraiment une idée qui est fausse et que ça ne marche pas comme ça. Ça fait surtout travailler énormément les reins, voilà, qui doivent éliminer. Hein. Est-ce que ça vous le saviez ou oui, c'est une... J'aime bien après avoir si je parle toute seule pendant une heure. Ça... En tout cas, c'est intéressant. Est-ce que c'est des choses que vous aviez conscience quand même, ça? Oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Hein, voilà. Parce que ça, c'est vraiment le premier aspect, parce que les gens, ils ne comprennent pas forcément pourquoi il faut boire de l'eau pure, en fait. Alors que, comme je disais au départ, de l'eau, c'est de l'eau. Hein. C'est vraiment par rapport à cette charge minérale. Voilà. Les minéraux ne sont pas assimilables. Hein. J'ai juste une question. Oui. Il me semblait avoir lu, je crois que c'était dans un document de Marc-Henri, qu'à l'exception du magnésium et du calcium, enfin le calcium et le magnésium, on pouvait l'assimiler en partie dans l'eau. C'est une lecture lointaine. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça m'étonnerait, hein, parce que je sais que Louis-Claude Vincent, il était vraiment, comment dire, très, très à cheval sur l'eau pure et en particulier justement sur le calcium. Je vais revenir justement à la fin de la conférence par rapport au calcium. Okay. Donc ça m'étonnerait que ce soit assimilable. Ou alors, alors après, attendez, il y a une différence entre les eaux qu'on prend au robinet et les eaux qu'on prend au griffon, comme on appelle vraiment à la source. Là, c'est peut-être la différence ici. Hein, parce que quand vous allez faire des cures thermales, effectivement, on vous fait boire les eaux qui sortent vraiment de la source. Et à ce moment-là, ces eaux-là, les minéraux qui sont dans ces eaux sont assimilables. Et c'est pour ça qu'on vous en fait boire vraiment par petites gorgées. On ne vous fait pas boire 1 litre. Hein. Une cure pendant 3 semaines, c'est tout. Et c'est sous surveillance médicale. Hein. Il y a des médecins. Hein. Voilà. Donc là, effectivement, parce que les minéraux ont gardé en fait une enveloppe énergétique quand ils sortent vraiment de la source, ce qui n'est plus le cas des eaux bouteilles. Okay. Après, je n'ai pas lu Marc-Henri, donc il faudrait peut-être reprendre ce qu'il a dit dans le contexte. Hein. Alors, donc Jeanne Rousseau, donc ça je vous l'ai dit. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus une eau est pure, donc là on va être finalement dans le domaine des vases communicants,
plus une eau est pure, plus elle aura la capacité de se charger en déchets. Donc ça aussi, c'est une notion qui est extrêmement importante. Si vous avez des mesureurs, je ne sais pas si vous avez des mesureurs de conductivité par exemple, faites l'essai. Vous verrez que si vous avez une eau qui est extrêmement chargée, mais très très chargée, hein, comme de l'eau de mer, on est à peu près à 26, 23, 26 de résistivité, rajoutez un grain de sel et puis vous allez voir que votre résistivité, elle ne bouge pas. Mettez un grain de sel dans de l'eau osmosée ou déminéralisée, vous allez voir que ça pondère tout de suite. Donc là, ça montre bien que plus une eau est pure, plus elle a la capacité de se charger. C'est aussi ce qu'on demande à l'eau. Quand Jeanne Rousseau dit une eau doit être considérée pour ce qu'elle emporte et non pour ce qu'elle apporte, hein, c'est que son rôle est bien de nous décharger de nos déchets. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Mais attention, une eau trop pure est néfaste pour la santé. Donc là, moi, je suis vraiment contre boire de l'eau distillée. Je parle bien de l'eau distillée. Ça fait des dégâts. Il faut savoir qu'un organisme doit être semi-conducteur. On ne lui demande pas d'être résistif. On ne lui demande pas d'être conducteur non plus. Il doit être semi-conducteur. Tout à l'heure, je vous ai dit, on doit avoir des différences de concentration de minéraux de part et d'autre de chaque membrane. Donc, ça veut bien dire qu'on est semi-conducteur. Si vous buvez, alors il faut savoir que plus l'eau est pure, plus elle est dissolvante. Certes, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Mais une eau qui est extrêmement pure, comme les eaux distillées, elles sont immesurables, elles sont pratiquement immesurables en bioélectronique, c'est-à-dire que la résistivité ne se stabilise pas, parce qu'il n'y a pas de minéraux dedans, donc on ne peut pas avoir de conductivité, résistivité. Donc les eaux pures sont dissolvantes. Donc attention, il faut toujours garder un certain taux de minéraux dans l'eau pour ne pas abîmer non plus les reins. Les reins, ils fonctionnent avec un transport de sodium. Le sodium est le transporteur du rein. Le sodium permet de réabsorber au niveau du rein, de réabsorber l'eau. Voilà. L'eau dans votre organisme, et dans la plupart des organismes, suit le sodium. C'est-à-dire que quand le sodium passe à l'intérieur de la cellule, l'eau passe avec. Ça, vous le savez d'une autre façon, vous savez que le sel retient l'eau. Vous voyez ? Donc, consommer des eaux où il n'y a aucun minéraux dedans, attention, c'est pas bon non plus. Donc, vous voyez, c'est toujours une juste mesure. Hein. Donc, pas d'eau distillée, ça, je suis un peu en guerre contre ça. Alors, donc ça, c'était l'aspect physico-chimique, je pense que vous connaissez un petit peu. Je vais aborder un autre aspect que j'ai dit énergétique, parce qu'il fallait mettre des mots dedans. En fait, Jeanne Rousseau a montré que lorsque vous vortexez l'eau, donc lorsque vous la faites tourner, lorsque vous lui donnez finalement son mouvement originel, parce que toutes les eaux, quand elles coulent, que ce soit comme ça ou dans les ruisseaux, coulent en tournant. C'est comme ça. De toute façon, on est sur une terre qui tourne, donc voilà, le liquide de toute façon tourne. Mais cet aspect de vortex donne une autre dimension à l'eau. Donc je ne sais pas, c'est pareil si vous avez fait ces expériences-là, si vous avez des petits appareils pour mesurer. Vous avez sa résistivité, la résistivité de l'eau monte lorsque vous la vortexez. Alors, quand on connaît la conductivité et la résistivité, je vais peut-être juste reprendre ce que je ne sais pas si tout le monde sait du coup. Donc, la conductivité, c'est donné par la charge minérale. Hein, et la résistivité, c'est exactement, enfin, c'est l'inverse, pas exactement, c'est l'inverse de la conductivité. Donc, c'est toujours en lien avec la charge minérale. Donc, vous comprenez bien que quand vous vortexez de l'eau, si sa résistivité monte, c'est comme si vous aviez enlevé des minéraux. Pourtant, il n'en est rien.
le fait de la vortexer n'enlève pas des minéraux. Et pourtant, ça, c'est mesurable. Je vous assure que c'est mesurable. Quand vous vortexez vraiment l'eau, sa résistivité monte. En fait, vous avez la création, ce que Jeanne Rousseau parlait, la création d'isolants. C'est-à-dire que le fait de la vortexer, l'eau se structure. Voilà, l'eau se structure. Alors, on va partir aussi un petit peu dans une autre dimension. Ceux qui connaissent un petit peu les transmutations de Kervran, Jeanne disait que en la vortexant, donc l'eau se structure, donc devient isolante, plus isolante, se crée des isolants grâce en fait à un réseau silicé. Donc on a en fait une transmutation de l'azote en silice. Donc ça c'est un autre domaine, mais c'est important parce qu'en fait la silice, vous en avez absolument partout. Vous en avez partout, 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 dans tous les organismes. Et au fin fond des cellules et au fin fond des mitochondries. Donc en fait, la silice est extrêmement importante dans le domaine du vivant. Et donc le fait de vortexer de l'eau, ça va créer en fait une eau silicée. Hein. La création des isolants, elle est possible sur des eaux pures. C'est-à-dire que si vous essayez de vortexer de l'eau chargée, comme de l'eau de mer, vous n'allez pas voir de différence en fait, au niveau de la résistivité. Donc en fait, plus l'eau est pure, plus elle a cette possibilité en fait, de créer des isolants. Donc aussi tout l'intérêt d'utiliser et de boire de l'eau pure. La création, alors boire de l'eau avec ce contexte, je dirais cette dimension isolante, c'est important. Là aussi, c'est Jeanne Rousseau qui nous parlait de ça, parce que l'eau une dimension, doit avoir une dimension d'amortisseur. Voilà. Et par rapport à toutes les ondes ou tous les champs électromagnétiques qui nous entourent, les naturels et les pas naturels. D'accord ? Et elle en parlait énormément pour le sol. Donc, même pour le sol, normalement, il faudrait arroser avec une eau pure, l'eau de pluie, en fait, pour la végétation. L'eau de pluie, je ne sais pas si vous avez une idée, hein, on est à plus de 60 000 ohms sur une eau de pluie naturelle hein, qui tombe comme ça. Et ceux qui font du jardin, je pense que vous pouvez vous apercevoir que quand vous avez une bonne pluie, surtout une bonne pluie d'orage, ben, vos légumes, ils poussent à une vitesse absolument faramineuse. Voilà. Si vous arrosez avec de l'eau du réseau qui est très chargée, une eau de réseau, en tout cas calcaire chez nous, on est à peu près à 2000 ohms. Vous voyez ? Donc on passe de 2000 à 60 000, ce qui est absolument énorme. Hein. Donc le côté amortissant, vous avez ce côté isolant, vous avez ce côté amortisseur justement pour essayer de tamponner en fait toutes ces influences cosmiques et électromagnétiques qu'on a aujourd'hui. Hein. On entend parler énormément là de la 4G et de la 5G. Eh bien, écoutez, là vous avez un argument quand même assez intéressant à faire boire de l'eau pure et vortexée, en fait, aux personnes que vous conseillez, ça va leur permettre en fait d'amortir en fait ces ondes. Hein. Donc Jeanne Rousseau avait montré. Pensait, parce que là du coup moi en mesure bioélectronique je ne l'ai pas forcément vérifié, que les personnes qui étaient électrosensibles perdaient leurs isolants. Donc on se retrouvait avec des résistivités sanguines qui étaient très très basses, des résistivités urinaires qui étaient hautes. Ce n'est pas forcément le cas. Hein. En tout cas, il y a ce côté amortisseur de l'eau qui n'est possible que si vous avez de l'eau pure et en particulier vortexée. Donc ça, c'est l'autre dimension qui est importante. Excusez-moi, je suis perturbée parce que j'ai mon chat qui est en train de m'embêter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au côté amortisseur, au fait que le fait de la vortexer, ça monte sa résistivité? Moi, j'ai une question aussi par rapport au rôle de l'isolant dans le corps, en fait.
Comment ça fonctionne pour bien comprendre? Alors, le rôle de l'isolant, c'est ce que je viens de dire, c'est pour éviter d'avoir à gérer. On est bombardé de champs électromagnétiques. Comme je dis, des naturels, des pas naturels. Donc le Soleil nous en envoie, la Lune nous en envoie, la Terre nous en envoie. On est sur quand même une Terre extrêmement magnétique, hein. Plus après toutes les perturbations des antennes et on est vraiment bombardé. Et donc le corps, et donc ces champs électromagnétiques agissent sur les millivolts, sur le redox dans votre organisme et sur le pH. Alors ce que j'ai pas dit effectivement, c'est que le pH, c'est le reflet du magnétique, voilà, et que le RH2 ou le redox, c'est le reflet de l'électrique. Hein. Donc, quand on dit que toutes les antennes, etc., n'ont aucune incidence sur les organismes, c'est absolument faux, voilà, puisque nous sommes, le vivant, c'est de l'électromagnétique. Tout à l'heure, quand je vous disais, vous avez des échanges en permanence de part et d'autre des membranes, ce sont des échanges de protons et d'électrons. Donc, ça travaille sur le pH et sur les millivolts en permanence. On ne fait que ça. D'accord? Donc, votre corps étant bombardé, vous imaginez que ce n'est pas viable. C'est pas viable, c'est pas possible. Les organismes vivants, les organismes ne pourraient pas vivre sur une planète bombardée comme ça s'il n'y avait pas ce côté amortisseur. Donc, l'eau, elle est vraiment là pour ça, pour amortir tout ça. Et puis après, on essaye de se débrouiller. Donc, on se débrouille plus ou moins bien. Voilà, selon notre état de santé, selon notre eau intérieure. D'où l'importance d'avoir une eau propre. La maladie, c'est quoi? Toutes les maladies, c'est quoi? C'est de l'encrassement. C'est de l'encrassement. Ça veut dire que vous avez des mauvaises concentrations de part et d'autre de vos membranes. Et donc, à ce moment-là, ces régulations ne se font pas bien. Donc, une fois de plus, c'est vraiment l'eau qui va jouer ce rôle-là. Est-ce que j'ai été claire? Ça va? Je peux poser une question? Oui. Quelqu'un qui boit beaucoup de chlorure de magnésium, c'est donc de l'eau salée. Oui. Est-ce qu'elle va, comme tu as dit, le côté étanche de l'eau, est-ce que ça va abîmer l'étanchéité de l'eau et donc au niveau du côté de l'isolation et de l'électrosensibilité? Non. Le chlorure de magnésium, c'est donc un sel, comme tu as dit, et le sel, il est automatiquement évacué par l'intestin. En général, le chlorure de magnésium, il est là justement pour vider l'intestin. Il est utilisé pour ça. Après, il est utilisé dans les pathologies infectieuses. Je pense que tout simplement, il nettoie la flore. Il est là pour ça. Mais ça ne va pas abîmer le… C'est pas assimilable. C'est pas Okay. assimilable. Hein? Donc, ça va pas forcément encrasser ton organisme. D'accord. C'est évacué tout de suite par l'intestin. Merci. Je précise, c'est super agressif pour l'intestin si c'est pris trop souvent. Un petit verre, c'est une chose, mais il faut… Et les reins aussi. Hein. Voilà. Et pour les reins aussi. Il faut l'utiliser. Hein. Voilà, de blocage. Ça peut. Hein? Voilà. Troisième partie. Vous me dites si je vais trop vite après, mais bon, c'est vrai que les questions… Alors, je ne vois pas toutes les questions qui sont… Je suis en train de m'apercevoir qu'il y a plein de questions sur le chat. Bon, tu prendras ça après. Alors, le dernier aspect qui est important, dont parle Louis-Claude Vincent, donc c'est moi ce que j'ai appelé l'aspect dynamique, c'est que l'eau, donc l'eau pure, on va la dire diamagnétique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bon, je pense que paramagnétique, vous avez entendu. Voilà. Donc paramagnétique et diamagnétique, ce sont des composantes qui sont opposées. Donc c'est par rapport au magnétique. Ça veut dire quoi? Je vais vraiment simplifier. Le diamagnétique, si vous voulez, un composé, et donc une eau qui est diamagnétique, en fait, elle va repousser le magnétisme extérieur. Et en même temps qu'elle repousse ce magnétisme extérieur, elle crée
des champs magnétiques opposés. Alors que le paramagnétique, si vous avez une eau qui est paramagnétique, elle va recevoir, je vais envie de dire de plein fouet, le magnétique, l'électromagnétique extérieur et du coup va l'amplifier. Donc, vous voyez la grosse différence entre le paramagnétique et le diamagnétique. Donc, en fait, les organismes vivants doivent absolument être diamagnétiques. Donc là, on va rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce côté isolant. Ce n'est pas un côté isolant, le diamagnétique, hein, parce que vous laissez passer un petit peu. C'est surtout que ça doit provoquer un champ inverse à l'intérieur. Et c'est ce champ inverse qui, d'une part, est constructeur. C'est ce qui vous permet de vous construire, donc de construire vos cellules, vos acides aminés, tout ce que vous voulez. C'est ce qui permet de vous protéger effectivement des champs extérieurs. Et moi, c'est ce que je vais appeler en fait le système immunitaire. Donc, s'il y a des biologistes dans la salle, ça va dresser les cheveux sur la tête. Parce qu'en fait, en bioélectronique, et c'est tout le génie, je dirais, de Louis-Claude Vincent, c'est qu'en fait, il s'est aperçu que l'organisme allait toujours chercher à l'opposé, c'est-à-dire bascule complètement ses paramètres bioélectroniques pour se défendre de quelque chose qui n'est pas bon. Donc là, du coup, je vais peut-être reprendre un petit peu les cas de terrain juste pour vous parler de cette diagonale qui est extrêmement importante. Parce qu'en fait, cette diagonale, c'est ce qui vous permet, cette possibilité d'aller à l'inverse, c'est ce qui vous permet de rester en bonne santé. Voilà. Et Louis-Claude Vincent dit, votre système immunitaire, c'est quoi? C'est le diamagnétique. Il faut absolument que vous restiez diamagnétique. Je vais revenir juste après, je vais finir par rapport à ça. Parce que là, c'est vraiment le côté pour moi le plus important. Et du coup, juste, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà, permet de construire. Vous parliez du système immunitaire. Oui. J'ai perdu mon fil. Ah oui, donc voilà pourquoi je voulais finir avec Louis-Claude Vincent. En fait, c'est quoi une eau diamagnétique? D'après vous, c'est une eau qui est pure. Plus une eau est pure, plus elle va avoir, donc plus elle résiste. Et plus elle a la capacité de repousser les champs électromagnétiques. Donc à l'inverse, plus une eau est chargée, et plus elle prend, ça vous savez en fait, c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est la conductivité. Plus une eau est chargée, plus elle a cette capacité en fait de prendre tout ce qui est extérieur. Et ce qui est les eaux qui sont les plus paramagnétiques, évidemment, ce sont les eaux qui vont être chargées en fer. Voilà, paraît évident, hein. Il y en a. C'est quelque chose qu'on va vérifier surtout pour les animaux. Les bovins boivent jusqu'à 100 litres d'eau par jour, par animal. Et les animaux ne vont pas bien souvent, parce qu'ils ont une eau qui est chargée en métaux. Et donc, j'ai vérifié quand même hier, Louis-Claude Vincent parle bien du calcium. C'est pour ça que je vous parlais par rapport au calcium. Il dit que quand même le calcium aurait cet aspect paramagnétique. Donc, il faut vraiment éliminer quand même le maximum de minéraux pour garder une eau diamagnétique le plus possible. Donc déjà, c'est boire une eau pure pour éviter de vous charger, éviter d'être paramagnétique. Et cette eau pure vous permet, de vous nettoyer de l'intérieur et de garder votre composante diamagnétique. D'accord ? Je vais juste intervenir un petit peu par rapport au système immunitaire, que moi je considère comme système immunitaire. Alors, est-ce que vous voyez tout le monde mon tableau ? Non, pas bien. Alors. Vous voyez ? C'est bon ? Je ne me vois plus dans la fenêtre, alors je ne vois pas mon tableau. Si c'est bon. Peut-être en commentant, on verra un petit. Ah voilà, super. Oui, je veux commenter. Donc la bioélectronique, donc on mesure 3 paramètres. Voilà, ça vous savez. Donc on mesure le pH,
Ici, on mesure, c'est pas qu'on mesure le RH2, mais je vais faire simple. On va dire qu'on mesure le RH2. En fait, on mesure les millivolts. Hein. On mesure le RH2, on mesure la conductivité. Et en fait, lui, Claude Vincent, s'est aperçu que, en fonction du pH et du RH2, ça permettait à certaines formes de vie de s'exprimer. Et donc, il a fait énormément de mesures, hein, Claude Vincent. Hein. Et donc, en fait, il s'est aperçu que quand on avait un pH acide et réducteur, donc on va dire antioxydant, pour ceux qui connaissent l'oxydant antioxydant, ça favorisait en fait la formation des algues bleues, les enzymes et les vitamines en fait vont proliférer en fait dans ce milieu-là. Si vous passez sur le côté acide et oxydé, vous allez favoriser ici les champignons. Hein, donc cet été, pour ceux qui ont des jardins, si vous avez des champignons sur les feuilles de vos légumes, c'est que vos légumes sont oxydés. Voilà, ça veut dire ça. Hein. De l'autre côté ici, quand vous êtes plutôt alcalin et oxydé, c'est favorable au virus. Et enfin, quand vous êtes alcalin et réducteur, c'est favorable aux bactéries. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que des virus, vous en avez là, vous avez la variole qui est là, vous avez la rougeole qui est là, et la coqueluche qui est là. Voilà. Vous avez des bactéries qui sont là, par exemple le tétanos, donc il est de ce côté-là. Donc, vous voyez, c'est pas. Mais bon, on a l'habitude de faire ce graphe-là pour expliquer le plus simplement possible et en fait expliquer qu'en fonction des paramètres de pH et de RH2 et de millivolts, ça va favoriser en fait ici certaines formes de vie. Alors le système immunitaire, c'est quoi? Si, admettons, que vous attrapiez un virus, un peu d'actualité. Donc on dit que le virus, il est a priori du côté alcalin et oxydé. Votre organisme, il va changer ses paramètres bioélectroniques. Il va aller à la diagonale. Ici, il va acidifier et réduire. Donc, c'est-à-dire que le sang va vraiment passer en acidose et en réduction. Pourquoi? Pour empêcher ici la prolifération du virus. Et c'est ça la diagonale. Vous voyez? C'est-à-dire que le corps va basculer complètement ses paramètres. Donc, en fait, il fait un choc électromagnétique. Parce que bien souvent, alors, si on veut reparler du coronavirus, hein, on s'est posé énormément de questions, nous, bioélectroniciens, parce qu'effectivement, on ne savait pas où il était. C'était un petit nouveau. Donc, on ne savait pas. Donc, voilà, là, on ne savait pas trop. En tout cas, vu l'inflammation qui a été déclenchée, en fait, on a parlé d'orage, vous avez entendu parler de ça, hein, de l'orage cytokinique. Donc, c'était vraiment la grosse inflammation. Ça veut dire quoi? Donc, moi, j'ai supposé ici que le virus était certainement très, très haut ici. C'est-à-dire qu'il avait une énergie phénoménale. Et donc, les organismes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis complètement à l'opposé, à la diagonale, parce que l'inflammation, elle est là aussi. Elle est de ce côté-là. Elle est acide et réductrice. Et donc, en fait, les organismes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se sont défendus pour faire baisser coûte que coûte, en fait, les paramètres ici favorables au virus. Et à chaque fois, ça fonctionne comme ça. Ici, si on parle des champignons, vous avez les bactéries ici. Un antibiotique, c'est quoi? L'antibiotique, il a été découvert grâce aux champignons. Voilà. Donc, vous savez que quand vous donnez un antibiotique qui, en général, mais ce n'est pas le cas de tous, mais en général, les antibiotiques sont acides et oxydés, vous donnez un antibiotique, vous changez complètement les paramètres favorables ici aux bactéries. Donc, en fait, tous les remèdes, la plupart des remèdes, les vaccins aussi, un jour j'en parlerai, ont toujours des paramètres bioélectroniques qui sont à l'opposé et à la diagonale de ce qu'il y a à lutter, contre quoi il doit lutter. Et donc, en fait, un remède, il prend la place
de l'organisme qui n'arrive pas à faire son travail. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça, c'est vraiment, on est vraiment dans de la formation. Hein. Mais quand vous comprenez ça, ici, cette histoire de diagonale, vous avez compris la bioélectronique, vous avez compris le système immunitaire. D'accord? Et l'eau, une fois de plus, c'est grâce à votre organisme qui a cette capacité à pouvoir basculer. Si vous êtes paramagnétique, je vais reprendre mon électromagnétisme. Le virus, je vous ai dit, le virus, il peut, à mon avis, il était très très haut, le coronavirus. Ça veut dire qu'il avait un pH et un RH2 qui étaient très très hauts. Donc en fait, si vous étiez paramagnétique, vous étiez dans l'impossibilité ici de basculer à la diagonale. Ce n'était pas possible. Voilà. Donc en fait, la bonne santé, elle passe par l'eau. Elle passe par l'eau. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur de tout ça. Voilà. Si vous avez un corps qui est propre, si vous avez des membranes et des liquides extracellulaires qui sont propres, qui vous permettent effectivement de pouvoir basculer de part et d'autre, vous n'avez rien à craindre. Voilà. Et ça, c'est possible une fois de plus grâce à l'eau. C'est quand même la base de la bioélectronique. Hein. J'ai souvent dit à mes patients, ce n'est pas envisageable de faire un redressement de terrain. Vous pouvez changer l'alimentation, vous pouvez changer un truc par-ci, par-là. Si vous ne commencez pas par changer l'eau de consommation et l'eau de boisson, le travail est à moitié fait. Hein. Il faut d'abord commencer par l'eau. C'est bon cette histoire de diagonale là? Ouais, à peu près. C'est passionnant quand même. Voilà, donc c'était important pour moi de vous parler effectivement du diamagnétique et du paramagnétique, parce qu'il n'y a qu'avec les eaux pures qu'on peut obtenir comment dire, ce diamagnétique, hein, et donc rester en bonne santé. C'est-à-dire que la bonne santé, elle tient à pas grand-chose, si on veut. Donc voilà, je pense que j'ai fait un tour d'horizon de l'eau. À peu près. Est-ce que comme ça, vous avez des questions? Après, je vais regarder les questions qu'il y a sur le côté. Il y a plein. Vous n'avez pas de questions? Si, moi j'ai une question. Est-ce que lorsqu'on est diamagnétique, est-ce qu'on repousse également les champs naturels, les champs électromagnétiques naturels? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Voilà. Donc, toutes les personnes qui ont tendance à être électrosensibles doivent avoir quand même un organisme pas trop chargé. Alors, je commence à lire des questions. Alors, Guillaume, je me suis perdue dans mon raisonnement. En fait, ce serait le contraire. Le fer étant conducteur, il réduit la résistivité et donc serait bénéfique. Alors, il réduit la résistivité, en effet. Donc, il augmente la conductivité. C'est qui, Guillaume? Je ne vois pas. Il est où, Guillaume? Je peux discuter de vive voix. Je ne vois pas. Guillaume. Le micro, c'est... Oui, ça y est. Bonjour, je l'ai activé. Oui. Donc, oui, donc c'était le fer, c'était par rapport au fait que c'était un bon conducteur électrique. Oui. Donc ça. Oui, donc ça augmente la conductivité. Oui. Ça réduit la résistivité. Oui. Oui. Et donc, par rapport, on disait que c'était pas bien d'avoir une charge en minéraux trop forte. Oui. Parce que justement, ça augmentait la conductivité. Non, la résistivité. D'accord.
Alors, il faut vraiment jouer avec cette histoire de conductivité et de résistivité. Oui. Donc, en fait, le fer, oui. effectivement, est très conducteur. Oui. On est d'accord avec ça. Donc, oui. il permet la conduction. Voilà. Oui. Donc, plus on a une eau ferrugineuse, plus on va être sensible aux ondes électromagnétiques extérieures. D'accord. On devient conducteur. Oui. Donc, quand on enlève le fer, on devient résistif. D'accord. Voilà, donc c'est plus facile, effectivement, d'être entre guillemets, on devient diamagnétique. En Oui. enlevant le fer, on devient diamagnétique. Avec du fer, on est paramagnétique. D'accord. D'accord? Oui. Excusez-moi. J'ai un élément perturbateur. L'heure du casse-croûte? Non. Tiens, voilà. Nico, allez, viens. Et donc, on aurait le même phénomène avec le calcium, vous disiez? C'est ce que semble dire, c'est ce que semble penser Louis-Claude Vincent. Ouais. Alors, de toute façon, le calcium charge l'eau, c'est évident. C'est évident. On a des eaux quand même qui sont très calcaires en France, à part dans certaines régions. Voilà. Mais on est souvent sur des eaux entre 1800 et 2000 de résistivité. Donc, ce sont des eaux quand même qui sont très chargées. Alors, après, est-ce que le calcium en lui-même est paramagnétique? Je peux pas le dire comme ça. En tout cas, ça permet vraiment de pondérer l'eau, de charger l'eau et de nous empêcher d'être diamagnétiques. Peut-être plus le voir comme ça. D'accord, merci. J'avais une question par rapport au virus et au diagramme montré tout à l'heure. Est-ce qu'on a un endroit pour trouver où se trouve tel virus, telle pathologie dans le diagramme de la BEV ou pas? Alors, Louis-Claude Vincent a mesuré plusieurs pathologies. Donc, il y en a, c'est de son époque, les pathologies de son époque. Donc, on a quand même la rougeole, la coqueluche, on a la variole, on a le tétanos, bien sûr, la peste et le choléra. On a... Maintenant, si on doit avoir des nouveaux virus qui arrivent là, on ne les a pas. Il faut, donc, c'est vrai que je piétinais, moi, d'être confinée là, parce que j'avais qu'une envie, c'était d'aller mesurer les gens qui étaient infectés, quoi, du coronavirus. Je voulais vraiment pour pouvoir le positionner effectivement sur les diagrammes. Et à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle bestiole qui va apparaître, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, avec le changement climatique, c'est évident qu'on va avoir des nouvelles formes de vie. Avec le changement climatique, vous changez vos paramètres électromagnétiques. Vous changez les pH et les RH2. Voilà. Plus il va faire chaud et plus les oxydations vont se mettre en place. Est-ce que c'est possible? On a parlé justement avec le réchauffement climatique de la fonte des glaciers et que dedans, il y a des virus, des bactéries qui sont emprisonnées, qui vont être libérées. Mais dans le HIV, il y avait le syndrome de Kaposi, là, le fameux truc. En fait, c'est une maladie du Moyen-Âge qui est ressortie avec cette occasion. Voilà. Des vieux machins qui sont là, qui dorment, comme ils sont en dormance, comme il y a des milliards. Ouais. Voilà. Alors, il y a ce côté-là, donc il y a le changement climatique qui est inéluctable, c'est comme ça. Et puis après, ce que Louis-Claude Vincent avait montré, c'est que toutes ces petites bestioles ont un cycle de vie. Et il y en a qui ont des cycles de 100 ans, ou de 200 ans, ou de 500 ans, et qui reviennent de façon cyclique. On les croit éradiqués, ça y est, le fameux vaccin, on fait le boulot, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que vous avez... Alors, c'est cosmique.
C'est cosmique. Vous avez les planètes tournent, les planètes ne sont pas au même endroit par rapport à la Terre. Tout ça, ça change les données et tout est électromagnétique. Hein. Tout est électromagnétique. Hein. Et donc, en fait, le positionnement dans le cosmos des planètes change l'électromagnétique de la Terre. Et c'est sans doute pour ça que vous avez l'apparition de certaines formes de vie. Alors, on ne doit pas avoir peur de ça, parce qu'une fois de plus, si vous êtes en bonne santé, vous ne risquez rien. Quelle que soit la bestiole ici qui va arriver, vous devez partir à la diagonale au cas où vous seriez infecté. Et vous le faites en fait. Vous n'en apercevez pas parce que vous êtes en bonne santé. Vous le faites en permanence, il ne faut pas se faire d'illusions. Vous basculez en permanence. Votre corps, il ne fait que ça. Ce qu'on appelle l'homéostasie. Hein. C'est quand l'homéostasie est rompue, quand vous n'avez plus cette capacité, que vous tombez malade. Voilà. C'est simple. L'environnement a énormément changé, notamment avec les ondes électromagnétiques. Et donc, les valeurs que Louis-Claude Vincent donnait pour un homme en bonne santé, elles ont dû changer aussi. Pas forcément, pas trop. Pas trop, parce que... Alors, c'est vrai que Louis-Claude Vincent... Alors, par rapport au pH, si, parce qu'il y a eu un bug à ce niveau-là, parce qu'il mettait le pH de bonne santé à 7,16 au niveau du sang. Ce qui n'est pas une norme de santé du tout. Là, tout le monde s'accorde à dire quand même que le pH du sang est entre 7,34 et 7,45. Mais ça, c'est vraiment pour l'organisme vivant. Ça doit être comme ça. L'homéostasie du vivant, d'un organisme animal, que ce soit une vache, une poule, ce que vous voulez, le pH du sang est toujours entre 7,34 et 7,45 ou 7,43, ça dépend des... Donc ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas bouger. Après, on adapte. On adapte, c'est-à-dire que Louis-Claude Vincent, il était à 21 de RH2 pour la parfaite santé. Nous, maintenant, on est entre 22 et 24. C'est-à-dire on a concédé une perte d'électrons pour estimer qu'on arrive quand même à se débrouiller. Voilà. Mais on ne peut pas en permanence faire monter les paramètres de bonne santé pour s'adapter à l'environnement. On doit absolument s'adapter. Voilà. L'environnement a changé. Ce que je disais aussi à mes patients, c'est qu'avant, dans le temps, il y a 50 ans, vous faisiez un nettoyage de votre organisme. La religion faisait ça, malgré vous, finalement, les histoires de carême, etc. Vous permettez de mettre votre système digestif au repos, voilà, et vous faisiez un micro-jeûne une fois par an. Peut-être que c'était suffisant. Les gens mangeaient différemment aussi, moins. Voilà, donc ils avaient moins besoin d'être nettoyés. Et puis, il n'y avait pas toutes les pollutions de la terre, de l'air, de l'eau. Donc, votre foie était quand même bien épargné par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est pollué. Tout est pollué. Donc, il ne faut pas vous faire d'illusions, c'est votre foie qui, en permanence, doit éliminer tout ça. Donc, on est obligé de prendre soin de soi régulièrement. Là où, il y a 50 ans, c'était par cure, on pouvait faire des cures 2 fois par an. Au jour d'aujourd'hui, moi, je dis c'est tous les jours. On serait obligé de faire de la détox plus de 2 fois par an aujourd'hui pour détoxifier l'organisme? D'accord. J'étais resté sur 2 fois. Ça dépend de l'hygiène de vie que vous avez. C'est tout. Voilà. Si vous avez une hygiène de vie, donc une hygiène alimentaire correcte, manger essentiellement beaucoup de légumes, voilà, pas trop de féculents, des choses comme ça, vous avez une eau correcte, une eau pure, vous avez moins besoin de nettoyer votre organisme que tous les autres. Si vous vivez dans un environnement préservé, pas pollué, c'est pareil. Vous avez moins besoin. D'accord. Alors, les questions, la doctoresse disait... Oui, effectivement, l'intestin réabsorbe l'eau, tout à fait. Le rein réabsorbe l'eau.
Quand on vous dit qu'il faut boire à peu près 1,5 litre d'eau par jour, c'est la perte estimée, en fait. Mais je crois que l'intestin, je ne sais plus si c'est intestin grêle, je ne sais plus, il y a un des deux intestins qui réabsorbe 8 litres d'eau par jour. Si on n'a pas conscience de ça. On ne peut pas avoir conscience de ça. Hein? Kouzmine faisait toujours le lien direct entre intestin et foie. Hein. C'était. Ah ben de toute façon, oui. C'est la base, l'intestin. C'est pour ça, cette histoire de réabsorption, vous voyez, elle est importante aussi par rapport aux minéraux, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vivre sans minéraux. Donc, si vous prenez une eau qui est vraiment trop pure, tous ces minéraux-là s'en vont. Alors déjà, l'eau pure est dissolvante, hein, je pense que je vous l'ai dit. Donc, vous éliminez tous ces minéraux. Avec une eau qui est extrêmement pure, vous éliminez tous ces minéraux. Les minéraux sont indispensables pour faire fonctionner les membranes cellulaires, toutes les membranes, que ce soit au niveau de l'intestin, comme on vient de dire, au niveau du rein, fonctionnent essentiellement grâce à sodium et potassium, ce qui concerne l'eau. Vous voyez? Donc attention aux eaux distillées, enfin je redis, parce que c'est une aberration pour moi, quoi. Une aberration, hein. Thé et tisane, ce sont des aliments, c'est ça, ce n'est pas de l'eau. L'eau avec le thé n'est plus pure, c'est exact. Alors, eau distillée, c'est-à-dire obtenue après ébullition. Non, non, du tout. C'est une distillation. Distillation, donc c'est vraiment une évaporation. D'accord. Hein? Ok. C'est une évaporation, donc c'est vraiment les petites. Oui, c'est la condensation, en fait. Oui, voilà. Oui. Okay. Voilà. Et en fin de compte, quand on boit doucement, ça fait une forme de vortex quand même. Hein. Dans le tube digestif, ça descend en tournant. Oui. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de boire trop vite déjà. Et puis, déjà, la nature favorise ce mouvement-là. D'ailleurs, tout vortex dans votre corps, hein, le sang coule. On a toujours cette image du sang qui coule comme ça hein, dans les veines ou les artères, mais non, il coule en se vortexant. D'ailleurs, ça, il semble que ça a été démontré. Hein. Et c'est pour ça qu'il arrive à aller aussi loin. Parce qu'on a bien dit que le cœur, la pompe cœur n'était pas assez puissante pour envoyer le sang partout, au bout des petits micro-vaisseaux que vous avez partout. Donc, il faut vraiment cette sorte de vortex hein, pour que ça arrive bien au bout. Donc, tout ce qui coule, coule de façon vortexée. Bon. Est-ce que ça a répondu à vos questions sur quelle eau boire? Pourquoi boire une eau pure? Parce qu'en fait, c'était quand même le but de la conférence. Moi j'aurais deux petites questions là, pour éclairer vraiment les questions que se posent souvent les gens qu'on rencontre sur les salons ou sur tout ce qui est dit sur les foires, sur les marchands d'eau minérale et également sur les foires de marchands d'eau magique. Qu'on explique bien le rôle du pH, de qu'est-ce que fait l'eau, qu'elle n'a pas d'impact sur le pH du corps, si on pouvait. L'eau n'a pas d'impact sur le pH de l'organisme. Alors déjà, le pH, c'est vrai que c'est encore une autre discussion à l'équilibre acido-basique. Il faudra que je fasse une conférence par rapport à ça parce que c'est infernal tout ce qui se dit sur l'équilibre acido-basique. Donc un jour, je vais m'y coller. Bon. Quand on parle d'équilibre acido-basique, c'est bien un équilibre entre deux choses. Voilà. L'équilibre acido-basique, il est d'abord au niveau du sang et des urines. C'est le premier équilibre acido-basique. Et puis, vous avez la composante respiratoire et la composante rénale pour maintenir votre pH sanguin en permanence entre 7,34 et 7,45. Vous avez deux mécanismes, donc les poumons et les reins. L'équilibre acido-basique, il est aussi au niveau du tractus digestif. Votre estomac, il est à 1,5-2 de pH. Votre côlon, il est à 7,5-8. Donc, vous voyez la différence de pH qu'il y a entre le début de votre tube digestif et la fin. Donc, tout ça, il faut gérer tout ça. Pour arriver à 8 dans le côlon, ça veut dire que vous avez des bases qui ont été sécrétées au niveau de l'intestin grêle, par exemple, entre autres. Vous voyez, donc
Oui. Ah non, je croyais que… Donc, l'équilibre, elle est aussi ça. C'est la capacité, en fait, à votre tube digestif à donner des bases, à alimenter par des bases. Donc, le pancréas avec ses bicarbonates en fait partie. Donc, l'équilibre acido-basique, il est aussi ici. Et puis, vous avez encore un petit peu plus profond entre le cytoplasme, donc de l'intérieur de la cellule, qui doit être à pH 7 et des brouettes, hein, et puis l'extérieur de la cellule qui est à 7 aussi et des brouettes. Donc, l'équilibre acido-basique, il est partout. Voilà. Donc, comment vous pouvez imaginer que boire de l'eau avec un pH bien particulier, ça va avoir un impact sur tout ça. Voilà, l'équilibre acido-basique, il est géré par plein de mécanismes. D'accord ? Par contre, ce qui est important pour l'eau, c'est pas que le pH, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la résistivité. Voilà, ça a été l'objet ici de toute la conférence. Parce que de toute façon, votre pH d'eau, il est quand même en grande partie géré par les minéraux que l'eau contient. Vous avez du magnésium, du calcium, du sodium. On est sur des minéraux basiques. Donc, si vous les enlevez, vous acidifiez l'eau. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment, il faut vraiment se concentrer sur la conductivité ou la résistivité. Donc, ça, c'est la première question. Qu'est-ce que tu répondrais donc à quelqu'un qui dit « J'ai vraiment un terrain acide, pardon, je ne suis pas en forme et il faudrait vraiment que je boive de l'eau basique, de l'eau alcaline ». Et en fait, moi je réponds, Yann Oliveau m'a déjà donné une réponse, mais je ne suis pas complet là-dedans. Ce n'est pas en fait le pH qui va influencer, mais la manière du RH2 qui va rectifier le terrain. Pas tout à fait. Si tu as un pH urinaire, je suppose, quand les gens disent j'ai un terrain acide, je suppose que c'est l'urine. Oui. Ça veut dire, je réponds ce que je viens de dire en amont, c'est que tu as des mécanismes de régulation qui ne sont pas efficaces. Ça, c'est la première chose. Et puis, ça veut dire que si tu pisses acide, c'est que tu les fabriques, tes acides. Voilà. Donc, bien souvent, c'est le tube digestif qui ne va pas. Et que si tu bois de l'eau alcaline à 8, tu vas pisser les bases, que c'est comme le chlorure de magnésium. Voilà. Tu le pisses. Mais dès que tu arrêtes l'eau alcaline, tu repisses acide derrière si tu n'as rien régulé. C'est comme l'histoire des citrates. Il y a eu toute une mode en Naturoland là, où tout le monde prenait des citrates pour désacidifier les urines. Tant qu'ils prennent des citrates et qu'ils mesurent leur pH urinaire, ils pissent basique, il n'y a pas de souci. Parce qu'ils éliminent les citrates qu'ils ont avalés. Mais ça ne modifie rien à l'intérieur. Ils ne font qu'éliminer ce que le corps ne veut pas, ce que le corps n'a pas besoin. Ça, c'est une vision binaire, quoi. Et ce que je dis, c'est que c'est une vision chimique. C'est une vision chimique du corps humain. Tu as un verre d'eau, tu le mesures, tu as un pH à 7, tu mets du jus de citron dedans, ton pH, il s'acidifie. Voilà. Tu mets du bicarbonate, le pH, il s'alcalinise. Ça, c'est une vision chimique. Sauf que le corps, les organismes, c'est de la biochimie. C'est toute une dynamique de régulation. Parce que ton verre d'eau, si tu lui mets du jus de citron, ton eau, elle va dire non, je ne veux pas être acide, il faut que je régule. Dis pas ça, ton eau. Elle prend l'acidité. Ton corps, une fois de plus, il a besoin d'être dans des paramètres extrêmement stricts de pH et de millivolts, etc. Et donc, pour garder ces paramètres-là, il régule. Il va chercher des bases ou des acides, il va chercher des protons, il va chercher des bicarbonates pour essayer de réguler en permanence. Et c'est que quand ça, il ne peut plus, pour X raisons, il y en a plein, qu'à ce moment-là, tu te retrouves en acidité. Mais l'eau, c'est pas suffisant. Laurence. Oui. Laurence. Oui.
Ouais. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à l'acidité de l'urine, c'est que c'est physiologique, hein. Il ne faut pas s'affoler parce que les urines sont acides. C'est ça. Parce Tout qu'en à fait, fait. la forme acide est la façon dont l'organisme gère l'élimination des déchets. Donc, avoir des gens qui disent j'ai les urines acides, qui plus est le matin, eh ben, je dis bah, écoutez, c'est normal, tout va bien. Tout à fait. C'est la physiologie. Donc, la Voilà. question après, c'est quel est le niveau d'acidité éventuellement, donc quel est le taux mesuré, et est-ce que dans la journée, il y a une évolution? Parce qu'évidemment, les urines, puisqu'on élimine le matin, c'est le matin qu'elles sont le plus acides, donc théoriquement, en tout cas, elles doivent remonter au niveau du pH dans la journée, et tout particulièrement l'après-midi. Okay, donc c'est ça qu'il faut mesurer. Donc les gens qui disent, moi je mesure mes urines, elles sont acides, je dis, bah, écoutez, voilà, rentrez chez vous, tout va bien. Voilà, donc faire attention Voilà, aussi à l'interprétation, la mesure, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on mesure. Et voilà, donc c'est. En tout cas, avoir les urines acides, bah, écoutez, c'est normal. C'est important ce que tu dis, Jean-Marc, parce que dans l'inconscient collectif, je ne sais pas pourquoi, dans l'inconscient collectif, l'acidité égale maladie et égale cancer. C'est quelque chose qui perdure et c'est pour ça que les gens ont peur de l'acidité. Or, comme tu le dis, l'acidité est physiologique. Voilà. Si vous demandez à un urologue ou à un néphrologue le pH de l'urine, il ne va pas vous dire 8. Hein. Voilà. À partir du moment où il vous dit 5, entre 5 et 7, c'est normal. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus de l'acidité. La question fondamentale, c'est le rapport entre les urines et le sang. Enfin, autrement dit, c'est les rapports énergétiques, les rapports d'échange, autrement dit, la physiologie, voilà, et l'homéostasie. Donc, c'est les rapports entre les liquides et non pas les liquides individuellement, puisque le corps s'adapte. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, effectivement, le rein, l'équilibre acido-basique est géré par les poumons. Donc, les poumons éliminent des acides, ce qu'on appelle les acides volatiles. Et puis, les reins éliminent des acides qui sont plus lourds à éliminer. Donc, en fait, une urine acide, votre corps fait son travail. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur. Moi, je commence à tiquer un petit peu quand j'ai des urines alcalines. J'aime pas ça. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Bien. Oui, parce que dans nos démarches de santé, on nous explique quand même régulièrement que c'est l'acidification de l'organisme qui mène à la maladie. C'est pour ça qu'il y a entre guillemets cette croyance, ou en tout cas cette interprétation du néophyte de base comme moi. Ben oui, je sais bien. Mais c'est parce qu'on a beaucoup bien sûr, c'est parce que c'est ce que je vous ai dit, il faudra un jour que je fasse un truc sur l'équilibre acido-basique, parce que c'est infernal tout ce qui se dit. Voilà. Et que j'entends, je lis des choses, mais voilà, complètement faramineuses, quoi. Que rien ne. Que tout est possible dans l'alcalin et rien n'est possible dans l'acide. Ben, je dis, mais si vous regardez ici, si on reprend nos 4 cadrans, les enzymes et les vitamines, on parle bien des acides. Vos protéines, ce sont des acides aminés. Vos graisses, ce sont des acides gras. D'accord? Vous avez des acides partout. La vie, elle est dans le cadran 1, c'est-à-dire acide et réduit. La vie, elle se construit là. Donc dire que l'acide, c'est la maladie, certes, si vous y restez, voilà, faut que votre corps, après, il travaille sur les 4 cadrans. Hein? Vous avez un cycle cellulaire aussi. Voilà. Donc ça, c'est de la formation, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais dire que l'acidité est pathologique, c'est assez embêtant parce que pour moi, c'est l'alcalinité qui est pathologique. Voilà. Par contre, je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas pensais que le stress pouvait aussi provoquer des urines alcalines. Tu as vu ça, toi? Bon, on en avait parlé en son temps. Hein, Ah oui, oui, oui. Oui. Mais là, tu vois, on était sur effectivement la croyance collective. Effectivement, c'est l'acidité qui donne la maladie. Or, l'acidité est physiologique.
D'autres questions? Non? Moi, j'ai encore une petite question. C'est bien. Il n'y a que moi qui pose des questions, je crois. Mais non. J'aurais voulu avoir le point de vue de la bioélectronique de Vincent. Je pense que ça concerne aussi les réponses au niveau des biologistes ou des naturaux, mais qu'est-ce qu'on la bioélectronique de Vincent, elle pense des hétérotrophes qui mangent des hétérotrophes? C'est-à-dire? Lorsque nous, humains, on mange des produits animaux, en fait, comment les minéraux, les oligo-éléments, ils sont perçus par notre corps, vu qu'ils sont plus passés par le stade végétal, mais qui sont issus d'êtres qui ont des minéraux équivalents à nous, quoi. Je me posais la question. Alors après, quand on mange de l'animal, on ne mange pas que des minéraux. On mange de la protéine, on mange des acides gras. Chaque animal a un tube digestif qui lui appartient. Un ruminant a un tube digestif bien particulier, un volatile a un tube digestif particulier. Et ça crée des acides aminés, enfin des protéines et des acides gras, aussi de certaines formes. Voilà. Après, les minéraux, je ne me suis pas posé la question sur les minéraux, mais comme on est sur des organismes vivants, ils ont aussi des systèmes de régulation, des systèmes tampons sur leur charge minérale. Donc, on ne va pas en absorber plus que ça. Enfin, c'est vrai que la question, c'est est-ce que les minéraux qui sont mangés, qui sont dans la viande animale, sont effectivement assimilés, ont déjà subi un processus enzymatique. Donc oui, ce qu'on va aller chercher dans l'alimentation animale, ce ne sera pas tant les minéraux et les oligo-éléments, mais plus les protéines. Ah oui, c'est la protéine et des acides gras. Hein. Les minéraux, on va les chercher dans les légumes. Hein. Vitamines et minéraux, c'est les légumes. Hein. C'est plus leur rôle, plus les fibres, effectivement pour le transit. Hein. Après, les animaux, c'est vraiment protéines et acides gras saturés. Merci. Légumes peu cuits. Alors, pour les minéraux, ça pas, voilà, on peut manger des légumes cuits, il n'y a pas de souci. Hein. Pour les vitamines, effectivement, il faut plus du cru pour obtenir les vitamines. Hein. Mais les minéraux, on les retrouve même dans les légumes cuits. Après, vous savez, si vous avez un intestin qui est complètement enflammé, vous mangez du cru, vos vitamines et vos minéraux, vous ne les assimilez pas. Hein. On est d'accord. Donc, bon, entre les deux, voilà. C'est compliqué, hein, le fonctionnement d'un tube digestif d'un organisme. Hein. Il n'y a pas de recette. D'où l'importance d'écouter les réactions de son organisme, d'être attentif. Oui. Mais une fois de plus, il n'y a pas de recette et surtout, il ne faut pas avoir une réflexion binaire. Je mange ça, donc ça va me donner ça. Voilà, je suis désolée, non. Ça ne marche pas que comme ça. Voilà. Tout dépend de ce qui se passe dans votre tube digestif. Ce qu'il en fait, oui. Ce qu'il en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Donc, il y a vraiment la vision chimique et la vision biochimique. Et vous savez, même dans un sol, même au niveau du sol, on pourrait penser qu'on a une vision chimique, c'est-à-dire que je mets des minéraux dans le sol, je mets NPK, et ma plante, elle va prendre NPK. Eh ben non. Non. Je suis désolée, mais c'est pareil, le sol a aussi son propre fonctionnement, la plante a aussi son propre fonctionnement. Et qu'il faut toujours avoir cette vision biochimique et dynamique des organismes vivants. Hein. Voilà. Je pense que c'est vraiment ce qu'a apporté la bioélectronique, en tout cas, entre autres. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, mais j'ai plus de son. Si, nous on t'entend.
Oui, ah bon. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait faire et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été aussi précise. S'il y a des questions, ben, je pense qu'il faut se référer à ton adresse, t'envoyer, te consulter éventuellement ou faire partie de tes formations. Je pense que tu offres de belles formations. J'ai donné dans la convocation au Zoom, j'ai donné tes sites sur lesquels on peut te contacter et voir avec toi quoi faire. Je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce qui concerne la bioélectronique que cette vision très, très parcellaire qu'on a vue là justement sur l'eau. Moi, je suis évidemment très branché sur l'eau parce que c'est mon job, mais je sais que ce n'est qu'un tout petit morceau. C'est le principal aliment de notre corps, mais ce n'est qu'un vecteur. Donc, le reste, c'est un équilibre à obtenir dans tout le reste. Voilà, c'est le fil rouge, on va dire, l'eau. Voilà. C'est le fil rouge hein, qu'on va retrouver partout. Et surtout de l'eau dynamisée. Voilà, c'est vraiment très, très important. C'est important, vraiment, c'est important. Il y a toute cette dimension dynamique de l'eau. Hein. C'est tout le travail de Jeanne Rousseau, vraiment. Hein, vraiment hein. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir une eau pure, mais aussi dynamisée. C'est vraiment… vous rentrez dans une autre dimension. Gardez à l'esprit aussi que, comme Marc-Henri le dit bien, nous avons besoin d'une eau propre, pas d'une eau pure. Comme tu disais pour l'eau distillée, comme tu dis pour l'osmosée simple, il faut la reminéraliser. C'est quand même plus sage. D'habitude, elle est trop faiblement minéralisée. Et pour avoir au moins 20 mg par litre de résidus à sec, ben, il faut quelque chose. Voilà. Donc, nous, on a choisi le lithotam, mais il y a d'autres procédés. Voilà, il y en a plein. Après, il faut voir, vous la mesurez, je suppose. Vous mesurez. Oui, on a plusieurs mesures de bioélectronique qui sont excellentes. On est en eau parfaite en permanence, donc quelle que soit la situation. Voilà. Regardez bien les paramètres de l'eau parfaite, hein, c'est très sévère. Ce sont les paramètres les plus sévères au monde sur la qualité de l'eau, il ne faut pas oublier. La bioélectronique de Vincent est bien plus exigeante que les CH, qui sont des normes vraiment farfelues. Voilà. Ah ben, c'est sûr, hein, c'est comme, le corps humain, il est sur des paramètres extrêmement stricts, hein, si on veut que ça fonctionne. Voilà. Chez McDo, ils ne sont pas aussi stricts, mais voilà. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. J'aurais une dernière question, si possible. Il y a encore des questions, voilà. Oui, j'en aurais une. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser de l'eau dynamisée en eau de cuisson? Non. Non, d'accord. Il n'y en a aucun. À partir de 40 degrés centigrades, l'eau perd toute dynamisation. D'accord, mais par contre, filtrée, il faut pas qu'il y ait de ben chlore oui, dedans, l'eau propre, idéalement. Voilà. C'est là où il y a une contradiction extraordinaire dans le travail que fait Marion Kaplan. Elle dit, on peut mettre de l'eau du robinet dans mon appareil. Ben oui, mais à ce moment-là, on évapore quoi dans la nourriture? Ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'on met au fond de sa casserole qui a… Bon, bref, soyons rigoureux. Hein, nettoyons nos légumes aussi avec de l'eau filtrée. Parce que sinon, on réintroduit toutes les cochonneries qu'on évite en achetant du bio. Voilà, il faut être rationnel et cohérent. Ok, merci. Et vigilant. Vigilant, très vigilant, oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, votre implication, votre responsabilité. Ça me réjouit de voir qu'il y a des gens concernés et qui ont envie d'en savoir plus. Merci beaucoup, Laurence, pour la qualité de tes explications. Et j'espère bien que tu auras un peu de monde qui va venir te retrouver pour tes formations. Et je te souhaite un bon succès. Merci tout plein. Merci à toi, Laurence. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Thibaut aussi pour toutes ces informations. Tu sais que je suis dedans et que je dois répondre à des questions des fois pas faciles sur l'eau. Donc, merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Je vais mettre à disposition donc l'enregistrement de tout ce qui s'est dit et je pense écrit. Je crois que dans les enregistrements, il y a aussi les commentaires. Donc, ça va pouvoir être disponible dans quelques heures quand la Dropbox sera enregistrée en amont. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt lors d'autres réunions. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, comment est-ce qu'on finit la réunion? Voilà, en finir la réunion. Arrêtez.